la première fois avec des masques. Bienvenue à notre table ronde tenue, nous le savons tous, dans un contexte et des conditions tout à fait particuliers. Le thème de ce soir est intitulé « L'unité allemande et la France, 30 ans après, crainte, attente et espoir ». La réunification de l'Allemagne, intervenue il y a 30 ans, le 3 octobre 1990, a été rendue juridiquement possible par la conclusion de 2 traités. Au plan interne, tout d'abord, le traité d'unification, Einigungsvertrag, négocié entre Wolfgang Schäuble pour la RFA d'alors et Günther Krause pour la RDA. Approuvé par les parlements respectifs des 2 entités le 20 septembre 1990, il a établi les grands principes de mise en place de la réunification des 2 États. Parallèlement a été négocié au plan externe un traité dit traité 2+4, dans lequel les 4 puissances d'occupation ont renoncé à leurs droits sur le territoire allemand. Ce traité constituait la condition sine qua non à une reconnaissance de l'Allemagne unifiée au plan international. L'élaboration de ces 2 textes a représenté de la part de toutes les parties prenantes un véritable tour de force, puisque 11 mois seulement se sont écoulés entre la chute du mur et la réunification de jure de l'Allemagne. C'était le 3 octobre. Même si la voie constitutionnelle choisie pour la conclusion de l'Einigungsvertrag, traité d'unification, soulève les critiques de certains et si une certaine frustration se manifeste dans la population de la partie Est, nous nous intéressons ce soir plus particulièrement aux implications de la réunification sur la relation franco-allemande. Avant la chute du mur, il était de bon ton, du côté français, de se prononcer pour la réunification, une perspective jugée alors très lointaine. En bouleversant les rapports de force économiques et démographiques et en créant une nouvelle situation géostratégique, l'unité allemande de 1990 a réveillé ici en France un certain nombre de craintes dont il sera question ce soir. Elle a également suscité un certain nombre de frustrations alimentées notamment par les performances divergentes entre les 2 pays en matière de commerce extérieur ou, plus récemment, c'était encore sensible, de lutte contre le Covid, toujours le fameux modèle allemand qui agace. Par rapport à 1990, l'Allemagne est-elle désormais davantage un concurrent qu'un partenaire? Dans quel domaine de la coopération franco-allemande fonctionne-t-elle bien? Comment et par quels moyens pourrait-on renforcer la confiance entre nos 2 pays? Voilà quelques questions qui pourraient être évoquées ce soir par les spécialistes autour de la table que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Madame Britta Sandberg, journaliste et depuis avril 2019, directrice du bureau parisien du magazine Der Spiegel. Merci d'être venue et c'est la première fois que vous êtes sur le podium. J'espère que ce n'est pas la dernière. Du côté allemand, je salue également Monsieur Christian Wenkel, historien, maître de conférences à l'Université d'Artois, lui-même originaire de la RDA. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir du côté français Monsieur Frédéric Bozo, professeur des universités à l'Université Sorbonne Nouvelle et spécialiste d'histoire des relations internationales. Et je dois dire qu'il y a juste un an, nous avons eu le plaisir de présenter votre livre commun. C'était début novembre, il me semble, ou en octobre, sur justement ce point de l'histoire. Et j'ai le grand plaisir d'avoir avec nous ce soir Christian Macarian, journaliste, éditorialiste et expert en relations internationales, qui a travaillé notamment pour Le Point, l'Express et aujourd'hui pour LCI. La soirée sera animée par Henri Ménudier, professeur honoraire à l'Université Sorbonne Nouvelle et membre de notre conseil d'administration. Je lui passe la parole.
Bien, merci à Christiane Duyssen pour son introduction. Je tiens aussi à remercier, elle a indiqué que j'étais membre du conseil d'administration. Effectivement, j'ai été étudiant dans cette maison et je suis ses activités depuis très longtemps. J'essaie d'apporter une propre contribution et je dois vous dire que c'est toujours avec un plaisir très, très grand que je reviens ici parce que je trouve que le programme culturel qui est offert par la maison est vraiment d'une très grande qualité. Nous avons eu un conseil d'administration il n'y a pas longtemps. Le conseil d'administration est présidé par l'ambassadeur d'Allemagne et ils sont représentés des personnalités importantes. Et il y a eu un accord unanime pour constater que la Maison de l'Allemagne était certainement celle qui avait le programme culturel le meilleur de toute la cité. Donc c'est grâce à l'engagement de Madame Duyssen que l'on arrive à cette constatation. J'ai l'occasion de me déplacer pas mal en France et en Allemagne. Et je dis qu'il n'y a pas d'autre institution dans nos deux pays qui fasse autant pour le dialogue culturel franco-allemand. Vous pouvez être sûr que c'est ici qu'on offre le plus de manifestations sur les aspects franco-allemands. Donc merci à Christiane de faire ce travail. Je vous remercie aussi d'être venu, malgré le mauvais temps et malgré les conséquences de la crise sanitaire. Vous voyez que nous allons avoir un dialogue intéressant avec 2 Allemands, 2 Français, 2 journalistes et 2 universitaires. Alors, je voudrais vous dire quelques mots sur les divisions et l'unification de l'Allemagne. Ce sont naturellement des événements de très longue portée. On a des dates précises, mais en fait, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. La division de l'Allemagne s'explique d'une part par la défaite de l'Allemagne hitlérienne en 1945, par les désaccords entre les Alliés sur la façon de traiter cette Allemagne, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, par les désaccords entre les Allemands eux-mêmes. En effet, entre Allemands de l'Ouest et Allemands de l'Est, sur le plan politique, il y a eu un désaccord total qui a conduit, par exemple, la conférence des chefs de gouvernement régionaux à Munich en 1947 a été un échec, où pour la première fois, il y avait un dialogue Est-Ouest et qui n'a pas abouti, et cela a conduit à la création de 2 États allemands. Et ce sont ces désaccords entre Alliés et entre Allemands qui ont conduit à de grandes crises. Le blocus de Berlin en 1948-1949, le soulèvement à Berlin-Est en 1953 et la construction du mur de Berlin en 1961. Vous voyez qu'il y a toute une histoire concernant la division. Maintenant, concernant l'unité, ce serait naturellement une grosse erreur de faire partir l'unité de l'Allemagne au 3 octobre 1990, le jour où officiellement cette unité a été réalisée. En fait, elle remonte beaucoup plus loin dans le temps. Elle remonte au moins à 1969 avec la Ostpolitik de Willy Brandt. Willy Brandt est l'homme politique allemand qui a cherché le dialogue avec la RDA, avec Moscou, avec les pays d'Europe de l'Est. Il y a eu des traités qui ont été signés. C'est ce qui a permis de faire bouger les choses. Mais la réunification semblait extrêmement loin. Lorsque Erich Honecker, le numéro 1 de la RDA, est venu à Bonn en 1987, en septembre 1987, qu'il a été reçu donc officiellement, on pouvait croire que la division devenait définitive. Moi, je dois vous dire que je l'ai cru et j'ai manqué publier un livre pour expliquer pourquoi la réunification ne pouvait pas avoir lieu. Et il y en avait beaucoup d'arguments à l'époque. Je n'étais pas le seul à avoir ce point de vue. Bon, heureusement, je n'ai pas fait cette bêtise. Et pourquoi est-ce que la réunification s'est précipitée? Pour 2 choses que l'on n'appréciait pas exactement à l'époque, encore en 1987. C'était la crise économique et sociale qui minait la RDA, qui était vraiment à bout de souffle. Et ce qu'on ignore très souvent, c'est que la RDA a pu tenir le coup jusqu'en 89-90 grâce au crédit ouest-allemand qui avait été apporté notamment par Franz Josef Strauss, et puis aussi par l'effet des mouvements de démocratisation qui se produisaient en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport
entre l'unité ou entre l'Allemagne et l'Europe qui était extrêmement étroit. Et c'est comme ça qu'on en est venu à la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et à l'unité allemande qui a été bien sûr extrêmement rapide. Alors, ce sont deux événements majeurs de l'histoire européenne et même on peut dire de l'histoire mondiale. Alors, on va essayer de discuter un peu maintenant de ces mutations. Comment est-ce qu'on a apprécié le processus de la réunification, en particulier du côté français, et on va parler un peu du rôle de François Mitterrand. Il y avait des craintes qui ont été évoquées tout à l'heure. Comment est-ce que les Allemands de l'Est ont réagi face à cette réunification qui est venue extrêmement vite, et qu'est-ce que le processus de la réunification a pu changer dans le rôle de l'Allemagne sur le plan européen, sur le plan aussi géostratégique. Donc c'est donc un peu autour de ces thèmes que nous allons discuter ce soir. Où en est aussi le couple franco-allemand actuellement face à cette nouvelle situation européenne et internationale. Donc, je voudrais poser une première question à chacun des intervenants. Je vais commencer par Frédéric Bozzo. Comment avez-vous vécu personnellement la chute du mur de Berlin et l'unité du 3 octobre 1990 ? Merci Henri d'organiser cette petite table ronde très sympathique. Alors, je ne suis pas sûr que ce que j'ai à dire sur ce sujet soit très intéressant, ça va être des banalités, mais il y a une ou deux choses qui me reviennent à l'esprit quand même. Alors d'abord, à cette époque, j'étais un jeune chercheur à l'IFRI, et donc je m'intéressais aux questions de politique internationale, évidemment, pas comme historien, mais plutôt comme analyste politique. Et donc le soir de la chute du mur de Berlin, alors je pense que c'était plutôt le lendemain, parce que d'après ce qu'on a pu lire depuis, en fait, les images qu'on a pu voir en réalité étaient plutôt le lendemain, en tout cas à Paris. En France, peut-être que les Américains ont eu des images le même jour, mais je ne pense pas que les Français aient eu des images de télévision le 9 novembre. Donc ça devait être le lendemain. Donc j'étais, comme tout le monde, stupéfait devant ma télévision. J'ai versé ma larme, comme il se doit, parce que c'était quand même extrêmement émouvant. Je connaissais Berlin pour y avoir été comme étudiant, apprendre un peu l'allemand, trop mal malheureusement, mais je connaissais Berlin, je connaissais les lieux, donc j'étais tout à fait fasciné et ému, il faut bien le dire. Et je me souviens aussi d'une chose, c'est qu'un des premiers réflexes, pour le coup politique que j'ai eu, c'est d'aller rechercher les discours et messages du général de Gaulle, et plus spécialement la fameuse conférence de presse du 4 février 1965, consacrée, comme on le sait, à la question allemande. Et parce que, évidemment, comme tout le monde, je comprenais que la chute du mur changeait la donne, même si en réalité, ce n'était pas évident. On aurait pu imaginer que la chute du mur ne conduise pas à une accélération aussi rapide. Hein. Et en réalité, ce qui a accéléré les choses, c'est beaucoup moins la chute du mur que le discours en 10 points du chancelier Kohl le 28 novembre. Sa décision de mettre la question allemande vraiment à l'agenda et de pousser les feux de cette question allemande. Donc je m'étais tourné vers le général pour voir un peu ce qu'il avait à dire sur le sujet, parce qu'évidemment, il a été un des premiers hommes d'État occidentaux à penser la réunification allemande, en dehors en tout cas de la mythologie occidentale, de la pure et simple, disons, prééminence, prépondérance occidentale qui aurait arraché la réunification aux soviétiques. Et De Gaulle avait voulu aller plus loin que ça et imaginer les conditions nécessaires, etc. Donc ça, je m'en souviens parce que je me suis rendu compte après, pour écrire le livre que j'ai fait sur la réunification allemande et la politique française, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir le réflexe gaullien et que dans les archives de François Mitterrand, dont on parlera peut-être, il y a plusieurs photocopies de la même conférence de presse et aussi des mémoires du général réalisées par Hubert Védrine à l'intention de François Mitterrand, ce qui montre bien que le 4e président de la Ve République était quand même soucieux de son rapport au premier. Et donc, De Gaulle restait quand même une référence dans toute cette affaire, et Mitterrand, le premier, en était convaincu. Une dernière chose, je me suis souvenu, à l'occasion d'un autre exercice mené récemment, une interview pour un livre, que j'avais été, quelques jours avant, en réalité, j'étais à Moscou, le 27 octobre 1989, pour un voyage d'études. Et j'ai retrouvé des notes d'un entretien tout à fait fascinant que j'avais eu avec un collègue de l'IFRI, avec Nikolai Portugalov, qui était
le grand expert, disons, germaniste du comité central, de la section internationale du comité central du Parti communiste de l'URSS, que nous avions vu donc le 27 octobre. Et il y avait deux choses qui m'avaient frappé, et je les ai retrouvées dans mes notes. La première, c'est qu'il nous avait dit, nous étions donc le 27 octobre, le mur de Berlin est déjà tombé. Alors, on avait trouvé ça tout à fait extraordinaire, et je l'ai noté noir sur blanc, donc je n'invente pas. Le mur de Berlin est déjà tombé, dit-il, parce que de toute façon, les Allemands de l'Est peuvent passer à l'Ouest via l'Autriche, via la Hongrie, depuis la crise des réfugiés, l'ouverture du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche. Et ils pouvaient aussi passer, je crois, par la Pologne, directement, en allant de la Pologne à l'Allemagne de l'Ouest. Donc le mur de Berlin est déjà tombé, dit-il, et il faut en tenir compte pour la suite. Et on peut imaginer, dit-il, un rapprochement progressif entre les deux Allemagnes, etc. Alors ça nous avait frappé parce qu'on trouvait ça très en avance par rapport à la politique soviétique, et même un petit peu, presque délirant en réalité par rapport à la diplomatie soviétique de l'époque. Et on a appris bien après que, en fait, Portugalov avait présenté cette idée à Horst Teltschik le 21 novembre 89, et avec un arrière-plan extrêmement intéressant. En fait, Portugalov n'était pas mandaté par Gorbatchev, mais par Valentin Falin, son patron, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir. Et l'idée de Falin et de Portugalov, c'était au fond de faire la part du feu, c'est-à-dire de reconnaître l'inévitable, et pour mieux contrôler les choses. C'est-à-dire de dire, bah oui, finalement, le rapprochement aura lieu, mais justement pour que ce rapprochement se fasse au rythme voulu par les soviétiques, c'est-à-dire très lentement et de manière très contrôlée. Et en réalité, c'est l'inverse qui va se passer, parce que sa mission auprès de Teltschik va aboutir exactement à l'inverse. C'est une des origines directes du plan en 10 points, parce que Teltschik dit à Kohl, bah, écoutez, il y a des signes très favorables du côté de Moscou, profitez-en et allez de l'avant. Ça a eu un effet retour très intéressant. La deuxième chose qui m'avait frappé, je m'arrête là, Henri, c'est que Portugalov nous avait dit, mais bien évidemment, cette Allemagne réunifiée est inacceptable pour la France. Elle va créer, j'avais noté ses propos exactement, elle va créer un super colosse allemand au milieu de l'Europe, la France ne peut pas l'accepter, elle doit s'entendre avec l'URSS. On lui a répondu, oui, mais Mitterrand dit autre chose. Mitterrand dit, mais c'est légitime, c'est normal, on ne peut pas s'y opposer. Et ça avait été très symptomatique, je trouve, avec le recul, de ce qu'était la diplomatie soviétique à l'égard de la France dans la question allemande, qui sous-estimait l'importance de la réconciliation franco-allemande et surestimait la possibilité d'une synergie franco-soviétique pour freiner les choses. Voilà. Merci. Concernant Portugalov, je peux tout à fait confirmer, moi je l'ai connu aussi, j'ai eu pas mal d'échanges avec lui, et il a vraiment joué un peu un rôle de go-between entre Gorbatchev et Kohl. Vous avez parlé de Teltschik, je précise que Teltschik c'était le conseiller de Helmut Kohl à la chancellerie pour les questions, justement pour la question allemande. Et c'est vrai que Falin, l'ambassadeur, ils ont essayé de rapprocher les deux pays. Portugalov est devenu par la suite, je ne sais pas si tu l'as su, mais il est devenu un peu un persona non grata. Alors il il vivait dans des conditions misérables. Je lui ai même donné de l'argent pour terminer un mois. Alors je ne sais plus exactement où il est maintenant. Il était soutenu par des fondations du côté allemand. Donc merci pour ce témoignage. Alors maintenant, Christian Wenkel, je crois que vous êtes né en RDA. Comment vous avez vécu donc ces événements du 9 novembre 89 et de la réunification? Merci d'abord pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être ici. Oui, c'est vrai, je suis né en RDA, mais il faut d'abord aussi que je dise que je suis né en 1977. Donc, pour vous dire que j'avais 12 ans lors de la chute du mur et 13 ans au moment de la réunification, donc en octobre 90. Le soir de la chute du mur, j'ai passé devant la télé. Ma mère et moi, on n'a pas osé d'aller au poste frontière, ne sachant pas à quoi ça pourrait amener. Je rappelle qu'il y avait le 4 novembre, dans quelques jours auparavant, une grande manifestation sur le Alexanderplatz à Berlin. Et là aussi, il y avait encore des unités militaires qui étaient tout à fait prêtes à agir, sauf qu'il n'y avait plus d'État pour les mettre en route. Même chose à Leipzig le 9 octobre. En fait, il y avait
encore une certaine crainte de la part de nombreux Allemands qu'il y aurait des répressions, comme on l'a vu par exemple au mois de mai de la même année en Chine, sur la place Tiananmen. Donc on est resté à la maison pour regarder tout ça à la télé ouest-allemande de façon stupéfaite, et en même temps on n'était pas si surpris que ça, dans la mesure que, comme disait Frédéric à l'instant, il y avait des choses qui avaient changé bien auparavant. Et donc, moi, par exemple, j'ai pu aller en Allemagne de l'Ouest, alors que normalement c'était réservé aux retraités ou aux gens qui avaient des liens avec le parti. J'ai pu déjà aller au mois d'octobre en République fédérale d'Allemagne, puisqu'on avait beaucoup de familles là-bas pour un mariage, ce qui était une chose extraordinaire et ce qui montrait à quel point les choses étaient en train de changer. Et quand on regarde aujourd'hui en tant qu'historien, on voit que depuis le mois de septembre, ou même depuis l'été et depuis la maladie de Honecker, il y avait une anarchie de plus en plus grande qui régnait, et que l'État est en train de se dissoudre, en fait, de ne plus exister. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a vécu ce 9 novembre. Après, l'autre souvenir très personnel que j'ai, c'est que dans les semaines après la chute du mur, on n'est plus allé à l'école, on a profité des matinées pour regarder de l'autre côté du mur, puisque en fait on vivait dans cette ville, le mur était là comme un meuble que vous regardez tous les jours mais que vous ne voyez plus, et du coup il y avait une grande curiosité de voir ce qu'il y avait de l'autre côté, et donc on n'est pas allé à l'école pour visiter Berlin-Ouest. Sinon, en ce qui concerne le 3 octobre 90, pour la plupart des Allemands de l'Est, c'est un non-événement à l'époque, en fait. Les choses se sont faites auparavant. Une date importante, c'est celui du 18 mars 90 avec l'élection de la CDU, l'élection en faveur de Helmut Kohl. En RDA, pardon. Élection en RDA. Et puis la signature de la Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, de l'Union économique, monétaire et sociale entre les deux Allemagnes, qui fait déjà introduire le mark et qui en quelque sorte est la partie la plus palpable en fait pour les Allemands de l'Est. Le côté international, ça les dépasse en quelque sorte, puisqu'ils sont tellement occupés avec ce qui se passe autour d'eux que voilà, c'est une chose qui se passe en quelque sorte loin de la réalité des Allemands de l'Est. Les choses ont commencé à changer de façon brutale déjà, et ils vont s'accélérer. Et puis, beaucoup d'Allemands de l'Est, mais on aura l'occasion de revenir, se rappellent plutôt des dates de l'histoire d'après, en fait, notamment suite à des décisions prises par la Treuhandgesellschaft, etc., etc. Je voudrais revenir juste sur un point. Donc, à mon avis, ce n'est pas les 10 points qui ont fait en sorte d'accélérer la chose, c'est plutôt le mouvement des Allemands de l'Est, et c'est ce fameux vote par les pieds, qui a fait que les choses se sont accélérées continuellement, d'ailleurs jusque bien loin dans l'année 90, avant donc se calmer avec justement cette élection et cette union économique, monétaire et sociale. Merci. Un mot concernant les 10 points, je pense qu'on y reviendra, mais ça a été un sujet de désaccord justement entre Kohl et Mitterrand, parce que Kohl était venu quelques jours avant à Paris, et Mitterrand a été furieux d'apprendre par la presse le contenu de ces fameux 10 points. Et il était d'autant plus furieux qu'il n'y avait rien dans ces 10 points concernant les droits et responsabilités des Alliés, qui étaient en fait responsables pour l'avenir de la réunification allemande. Mais on pourra en parler. Alors maintenant, Britta Sandberg, vous étiez journaliste. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez rapporté? Qu'est-ce que vous avez senti? Lors de la chute du mur, je n'étais pas encore journaliste, je faisais mes études à Munich, mais je travaillais déjà à côté comme journaliste, et c'est pas très glorieux à dire, mais je vais l'avouer quand même. J'ai raté la chute du mur la nuit du 9 novembre. Non, j'ai pas dormi. J'étais dans un restaurant français, un très bon restaurant français à Munich avec des amis. Donc on a mangé, on a bu. Mais on n'a pas écouté la radio en rentrant. Et c'est ma mère qui m'a appelé le lendemain. Et elle était complètement émue. Elle m'a dit, mais c'est incroyable, et t'as vu Willy Brandt quand il a chanté dans le Bundestag à Bonn l'hymne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle parle?
Et bon, après j'ai compris et j'ai rattrapé puisque je suis partie voir des amis à Berlin et j'ai vu tout un week-end les gens, enfin toutes les images que vous connaissez, les gens qui travaillaient avec le marteau, le mur, et c'était, comme pour tous les Allemands, c'était très émouvant. Et je me suis rattrapée un peu après, quand j'étais effectivement journaliste, à l'époque à la télévision. Pour les 10 ans de la chute du mur, j'ai fait un documentaire où j'ai interviewé les agents de frontières qui étaient postés à la Bornholmer Straße. C'était la frontière entre donc, Est et l'Ouest qui s'est ouverte la première. En fait, là, j'ai bien compris, il y avait 4 qui étaient de service ce soir, dont un qui était le plus haut grade, Harald Jäger, il s'appelait. Et ce monsieur Jäger m'a dit, comme il a toujours essayé d'appeler pour demander qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, et où il appelait le Politbüro, enfin, soit les gens ne répondaient pas ou n'étaient pas là, ou ils disaient bon, on ne sait pas non plus, retenez les gens, renvoyez-les à la maison, et puis il a vu que ça ne marche pas. Et il a eu peur qu'il y ait eu une panique et des blessés et des morts. Et en fait, c'est sur sa propre décision que cette barrière Bornholmer Straße s'est levée, ce qui a été raconté très souvent après. Mais pour moi, c'était très émouvant et très intéressant de faire la reconstruction de cette nuit en détail, puisque j'avais le privilège de parler avec ces 4 agents sur place. Donc, le 3 octobre 90, je travaillais pour la télévision de Der Spiegel et on avait un projet, on avait posté plusieurs journalistes à Berlin, à Leipzig et à Dresden, et moi j'étais à Dresden, pour documenter la dernière semaine de la RDA et du système administratif et politique de la RDA, et la première semaine, donc après, d'une Allemagne réunie. Et là, c'était étonnant puisque, contrairement à la nuit de la chute du mur, bon, il y avait plein d'histoires à raconter, mais c'était ce que vous avez dit. C'était le 3 octobre, la réunification, c'est un acte juridique, un acte administratif. Ce n'est pas du tout une journée qui est liée avec les mêmes émotions et la même... tout ce qu'il y avait lors de la chute du mur ou à d'autres dates. C'était vraiment purement... il y avait des Allemands de l'Est certainement qui craignaient aussi cette date, puisqu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait venir après, mais c'était loin d'être une date liée avec beaucoup d'émotions. Donc moi, j'ai toujours trouvé que c'est très étonnant que finalement, en fait, comme jour de congé, comme fête nationale, le 3 octobre, cet acte juridique qui est symboliquement la réunification, mais c'est vrai que le 9 novembre, qui est une date difficile en Allemagne, puisque c'est aussi la date de la nuit de cristal, où les synagogues ont brûlé, donc on n'a pas voulu faire une fête nationale, certainement pour cette raison-là. Mais moi, ça me fait toujours drôle de fêter à cette date. Donc, on a passé, je me souviens, je crois que le jour avant le 3 octobre, j'étais avec des prisonniers sur le toit de la prison de Dresden, puisque ces prisonniers, qui en partie étaient des prisonniers politiques, où il y avait apparemment un paragraphe en RDA, on pouvait facilement mettre en prison des gens sans vraiment respecter une procédure d'une plainte. Ils avaient demandé une amnistie, parce que c'était la dernière session de la Volkskammer du Parlement à Est-Berlin. Et ils ont dit toutes les heures, si on n'a pas l'amnistie, à partir d'une certaine heure, à partir de 18 heures, je crois, il va y avoir un de nous qui saute. Donc on a passé avec eux la nuit sur le toit. Il y avait le ministre de l'Intérieur qui est venu après. Et il y avait plein de petites histoires très bizarres. Les gens ne venaient plus aux procédures de divorce, les maris, puisqu'ils avaient su que les lois en Ouest-Allemagne étaient plus avantageuses, donc ils ne venaient plus en espérant que ça allait être après plus avantageux pour eux. Le soir même, on a passé dans un hôtel de luxe où il y avait une gala, dîner, gala, et là pareil, c'est vrai que je garde ça en souvenir comme quelque chose de très technique finalement, cet acte de la réunification vécu sur place à Dresden. Merci Britta Zandberg pour ce témoignage. Maintenant, je passe la parole à Christian Makarian,
Donc vous étiez où à ce moment-là, 89-90? J'aimerais beaucoup vous raconter des choses héroïques, mais pour ça, il faudrait que je mente. Parce que ça n'était pas héroïque, mon expérience personnelle, pas du tout. Je travaillais dans un hebdomadaire qui s'appelle Le Point, qui existe toujours, qui était d'excellente qualité. Pour ce qui est de 89, je vais aller vite, puisque même si mon ami Henri me tend la perche, c'est plutôt 90 qui nous intéresse ce soir. Pour ce qui est de 89, je me souviens très bien que ce soir-là, c'était le bouclage, c'est-à-dire la conclusion de la couverture. Pour un hebdomadaire, c'est un acte essentiel, surtout dans ces années-là où les journaux se vendaient encore. Et nous avons fait le choix suivant. Après avoir assisté aux événements, on pouvait boucler jusqu'à minuit, minuit, 1h du matin. Donc on avait tous les images du mur, etc. Et le directeur de la rédaction, que je respecte et que je ne suis pas en train de critiquer, a dit, bon, pas de raison de changer la couverture. Et la couverture, ça a été la fin de la publicité, ce qui en plus n'était même pas vrai. Donc, c'était pas très glorieux. Ayant retenu cette leçon, et ayant à peine un peu plus d'une trentaine d'années à ce moment-là, pour l'année 90, je me suis proposé donc de solenniser davantage l'événement. J'ai donc invité un certain nombre de camarades qui avaient fait les mêmes écoles ou les mêmes études que moi, et sûrement plus poussés que moi, bref, un certain nombre de copains énarques. Et je précise que j'ai été l'élève d'Henri à Sciences Po, donc oui, j'ai un problème avec le microphone. C'est pour ça qu'il a réussi dans la carrière journalistique. Ah, ça, je vous laisse, s'il n'y avait pas mon excellente consoeur Brita à mes côtés, je dirais, je vous laisse répondre à la question de savoir si le journalisme est une réussite. Mais c'est un autre sujet, un tout autre sujet. Je me suis juré pour l'année 90 de solenniser davantage l'événement. J'ai donc appelé un certain nombre de camarades et j'avais même préparé un repas devant la télévision. J'ai dîné seul. Personne n'est venu. Quand ensuite, par téléphone, soit le soir même, soit le lendemain, je me suis quand même accroché avec mes camarades qui m'ont dit qu'ils avaient autre chose à faire ce soir-là. Moi, j'avais la perception de vivre quelque chose d'historique, mais franchement, je me sentais marginal. Et c'est là où je veux en venir. Mon cas n'a aucun intérêt et mes souvenirs personnels n'en ont pas davantage. Ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est pour ça que je suis devenu journaliste, c'est d'être le témoin, non pas l'acteur, non pas celui qui se met devant le décor, mais tout simplement le témoin de ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est une société française qui s'en moquait. Et ça, j'y tiens particulièrement à le dire. Et qu'il y ait des responsables politiques qui s'y soient intéressés, j'en doute pas une seconde, je l'ai appris après, a posteriori. Mais sur le coup, ça n'intéressait pas beaucoup l'élite française. Il y avait même deux réactions que j'ai pu recueillir dès le lendemain. La première qui consistait à dire « Ah, on est tranquille avec ça, les Allemands, le poids lourd, le sac de sable que représentait la RDA, ça va les ralentir. » Et comme il y a une jalousie française par rapport à la prospérité allemande, il y avait tout de même un camp qui pensait stupidement que l'Allemagne allait avoir beaucoup de mal à digérer le retard et l'afflux de population de la RDA. Et puis il y avait un deuxième point de vue qui était radicalement l'inverse, qui était affolé, en tout cas inquiet, et qui pensait que l'Allemagne allait effectivement devenir ce qu'elle est devenue, un poids lourd, et que ça allait changer tout le cours de l'histoire. Du reste, on n'a pas tardé à le voir, puisque tout de suite après, à quelques mois près, ont éclaté les événements de feu Yougoslavie. Et on a vu des divergences très fortes entre la France et l'Allemagne pour commencer l'histoire. Et à mon avis, là, il y a un tournant qui nous conduira peut-être à la deuxième partie du débat sur les relations franco-allemandes. Mais je veux dire que tout de suite, on est entré dans une autre phase historique. Voilà, ce que j'en retiens, c'est l'inquiétude française, ou en tout cas une réaction tout de même qui n'était pas forcément très empathique, peut-être sympathique, mais pas forcément très empathique. Et moi qui ai toujours été porté vers la culture, la langue ou l'histoire allemande,
je me sentais ce soir-là un peu frustré. Voilà. Merci à Christian Macarian. Je voudrais vous dire, mais très rapidement, comment moi j'ai vécu ces deux événements. D'abord, la chute du mur de Berlin. J'ai eu la grande chance d'être sur place. Pour une raison très simple, c'est que j'étais invité à un grand colloque qui avait lieu au Reichstag à Berlin sur le thème suivant, 40 années de division de l'Allemagne, peut tirer et maintenant. Ça a été bien sûr extraordinaire. 1989, c'est l'année du 40e anniversaire de la création de la République fédérale d'Allemagne. Donc il y avait eu plusieurs grandes manifestations en cours d'année sur l'évolution politique, économique, sociale, etc. Et ce cycle se terminait par ce colloque au Reichstag. Donc ça c'était le 10. Moi je suis arrivé la veille, donc le 9 au soir. J'ai d'abord suivi les événements à la télévision, surtout ouest-allemande, parce que ce sont les journalistes ouest-allemands qui ont vraiment fait le travail pour savoir si le mur allait s'ouvrir ou pas. Et c'est ainsi que l'information a été transportée. La télévision est-allemande ne disait bien sûr strictement rien. Et vers 11h du soir, je suis allé à Checkpoint Charlie, vous devez tous le connaître, qui était le point de passage notamment pour les étrangers. Et j'ai assisté donc à la levée de la barrière, parce qu'il y avait tellement de gens du côté Est qu'ils ont été obligés de lever la barrière. Et j'ai vu donc les Allemands de l'Est, les Allemands de l'Ouest se tomber dans les bras, les petites voitures qui arrivaient, etc. Et j'ai passé la plus grande partie de la nuit après à la porte du Brandebourg, où je voyais les gens qui étaient montés sur le mur. Moi, j'aurais bien voulu monter sur le mur, avoir une photo, mais je craignais, je n'avais qu'un costume, j'étais venu pour un week-end prolongé, je n'avais qu'un costume, et il fallait être tiré par les bras. C'était très dangereux pour les affaires, donc je craignais de déchirer mon costume et de ne pas pouvoir intervenir le lendemain matin à la conférence. Donc voilà comment ça s'est passé. Et alors un mot, je parlais de Willy Brandt. À 13h, je suis allé à la porte du Brandebourg, parce que le Reichstag est à côté, et du côté ouest-allemand, ce n'était pas encore ouvert, bien sûr, et j'ai vu Willy Brandt, que je connaissais déjà depuis un certain temps, et il m'a dit, Monsieur Ménudier, il y a deux choses que vous devez retenir de ce qui se passe. Premièrement, les événements qui ont eu lieu cette nuit marquent le départ du processus de la réunification allemande. Il en était sûr, il disait, je ne peux pas vous dire quand elle aura lieu, mais maintenant c'est lancé, on ne peut plus arrêter le processus. Et deuxième chose, il m'a dit, notez bien ceci, quand vous parlerez de la réunification ou de l'unité allemande à vos étudiants, n'oubliez jamais de leur dire que celui qui est à l'origine de tout cela, c'est moi, Willy Brandt. Et en effet, il se référait à sa Ostpolitik et au rapport est-allemand. Donc voilà, si vous voulez, ce qui m'avait frappé aussi, c'était de voir, c'est pour ça que j'ai cru aussi tout de suite au fait que la réunification allait se faire, c'était de voir le déplacement mais massif d'Allemands de Berlinois de l'Est allant à l'Ouest, et on les voyait revenir. Donc on voyait qu'il y avait un mouvement qui était lancé et qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Ma grande crainte ce jour-là, surtout le 10, le 11, c'est de savoir ce que les soviétiques allaient faire. On se demandait beaucoup, étant donné qu'il y avait une forte présence militaire soviétique en RDA, on se demandait comment ils allaient réagir. Et on sait que Gorbatchev avait téléphoné à Kohl en lui disant d'essayer de calmer le jeu. Alors, un mot concernant le 3 octobre 90, je n'étais pas en Europe, j'étais à Montréal, parce que j'avais enseigné au cours du mois d'octobre 90 à l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai été littéralement assailli par les journalistes qui me disaient « Mais Monsieur Ménudier, vous devez être terriblement inquiet de voir se reconstituer cet ensemble allemand qui va être beaucoup plus fort que la France et ça va avoir des conséquences terribles pour la France. » Ils voulaient absolument avoir de moi une déclaration comme quoi j'étais extrêmement inquiet. Je leur disais non, que je n'étais pas inquiet, que j'attendais de voir comment les choses allaient se passer, mais il n'y a pas de raison d'être inquiet, que ça allait certainement être difficile. Donc voilà, si vous voulez, cette crainte de ce que allait devenir le rapport franco-allemand. Donc voilà concernant, si vous voulez, très rapidement, mon vécu de ces deux dates. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu, pas qu'on revienne en arrière, qu'on se penche encore, notamment sur le rôle de François Mitterrand, parce qu'il a été le rôle
de François Mitterrand, comment est-ce qu'il appréhendait le phénomène de la réunification? Est-ce qu'il y était préparé? Est-ce qu'il l'a accompagné de bon gré? Que s'est-il passé exactement? Sur cette question, il y a encore pas mal de controverses. Alors, Frédéric Bozzo, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez publié là-dessus. Quel est votre sentiment? Et surtout, est-ce qu'avec les archives récentes, on a de nouvelles approches concernant l'attitude de Mitterrand? C'est une question très, très longue à traiter parce que, enfin, on va pas s'appesantir, mais en effet, longtemps a dominé l'idée que Mitterrand était à la fois tétanisé par l'événement et que finalement il avait tout fait pour essayer de ralentir les choses. Alors, il ne reste à peu près rien de ce narratif aujourd'hui. Les archives ont livré le secret, si secret il y avait. Il n'y a absolument rien qui confirme cette hypothèse, qui était une pure construction, qui peut s'expliquer d'ailleurs assez facilement. Hein. Il y a plein de manières d'expliquer cette légende noire. Il y a le fait qu'effectivement, la politique de Mitterrand à l'égard de la réunification n'était pas la même que celle de Kohl, évidemment. Il n'avait pas les mêmes objectifs. Pas la même que celle de Bush non plus. Donc il y a eu effectivement des points de friction sur certains aspects, mais absolument jamais sur le cœur du sujet, c'est-à-dire la légitimité de la réunification allemande. Mitterrand n'a jamais mis en question. Au contraire, il avait proclamé cette légitimité depuis de nombreuses années et de manière systématique. Voilà, donc ça peut s'expliquer comme ça. Ça peut s'expliquer aussi par le fait que certains endroits, on a un peu construit cette opposition française. À la limite, Kohl avait besoin, dans sa légende de chancelier de l'unité, de laisser penser qu'au fond, il était le seul à vouloir l'unité allemande et que les autres ne pouvaient pas la vouloir. Mais je pense qu'il ne reste pas grand-chose de ce tableau très négatif. Je pense qu'en fait, il n'y a aucun doute que Mitterrand considérait légitime la réunification allemande, mais qu'il considérait tout aussi important de l'encadrer internationalement. Parce que justement, la question allemande était une question systémique, dont avait dépendu pendant 40 ans, pendant toute la guerre froide, la guerre et la paix en Europe. Et c'est vrai que il y a en ce sens une sorte d'ambivalence de Mitterrand, c'est vrai. D'une part, mais d'ailleurs Telchik lui-même, dans ses cahiers, le dit, Mitterrand vibrait avec le peuple de la RDA, qui voulait la liberté. Et en même temps, il voyait les obstacles, les difficultés de la réunification, parce qu'il avait des responsabilités éminentes, et il voyait bien que la question allemande n'était pas facile à régler. Et donc, il est normal que Mitterrand ait eu une politique d'encadrement de la réunification qui n'était pas la même politique que la politique ouest-allemande d'encadrement de la réunification, si tant est qu'il y en avait une, que la politique américaine, que la politique soviétique. Et donc, il y a eu effectivement des frictions. Mais voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, on pourra revenir sur tel ou tel point. Il y a évidemment toujours des épisodes qui reviennent. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est allé en RDA le 20 décembre 1989? Réponse, il est allé pour voir ce qui s'y passait, tout simplement. Et quand on regarde les discours de Mitterrand en RDA, il ne parle que finalement, de l'autodétermination des Allemands. Il ne va pas en RDA pour dire « ne faites pas ça ». Il va là-bas pour dire « je comprends très bien ce qui se passe ». Donc il y a une compréhension profonde de ce qui se passe. Après on dit pourquoi est-ce qu'il est allé voir Gorbatchev à Kiev? Réponse, pourquoi pas. Bush avait vu lui-même Gorbatchev à Malte. Mitterrand était président en exercice de la communauté européenne. Il n'y avait aucune raison que Mitterrand n'aille pas voir Gorbatchev à Kiev. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils se sont entendus pour empêcher la réunification? Bien sûr que non. On a maintenant les archives. Alors on a les archives soviétiques qui sont très claires. L'archive française, c'est plus compliqué parce que c'est Jacques Attali qui était preneur de notes et il a emporté ses notes quelque part, on ne sait pas où. Et en plus, ce qu'il a publié dans ses carnets, dans Verbatim, est faux en général. Donc il ne faut surtout pas s'en remettre à Attali. Et Attali, d'ailleurs, Jacques Attali, le conseiller de François Mitterrand, est une des raisons de la légende noire mitterrandienne. Parce que ces Verbatim sont tout sauf fiables. Il y a même, je vais vous donner un cas tout à fait exemplaire, d'un entretien entre Mitterrand et Gorbatchev, qui s'est passé en mai 1990 à Moscou, très important. Parce que c'est Mitterrand qui a convaincu Gorbatchev qu'il fallait que l'URSS accepte la réunification de l'Allemagne dans l'OTAN. On prête en général cet exploit à Bush. C'est Mitterrand qui l'a convaincu. Et les verbatims soviétiques sont parfaitement clairs à cet égard. Il a dit à Gorbatchev, vous ne pouvez pas. À Helsinki, vous avez accepté que tous les pays d'Europe aient le libre choix des alliances. Alors pourquoi pas l'Allemagne réunifiée? Et de toute façon, ça ne passera pas, si vous voulez l'empêcher.
Attali publie la conversation dont il était le preneur de notes et il inverse les deux interlocuteurs. Dans Verbatim publié chez Fayard, Gorbatchev dit ce que Mitterrand a dit et Mitterrand dit ce que Gorbatchev a dit. Alors vous pensez bien qu'avec ce type de source, on ne peut pas faire l'histoire de la politique française face à la réunification allemande d'une manière scientifique. Et Attali explique très largement les distorsions qui ont, pendant des années, avant l'ouverture des archives françaises, caractérisé le récit de la soi-disant opposition de Mitterrand à la réunification. Dernière chose, les archives sont maintenant parfaitement disponibles, on peut corriger le tir. Et puis, plus important, le temps a passé. Et le contexte dans lequel nous sommes modifie naturellement le regard qu'on avait. Dans les premiers récits scientifiques de la réunification allemande, ce qui domine, c'est le rôle des États-Unis, bien évidemment, et le rôle de l'URSS, sans parler naturellement du rôle de l'Allemagne de l'Ouest. Mais le rôle de la France est minoré, notamment par des grands auteurs américains comme Philippe Zelikow, qui a écrit le premier livre sur la diplomatie de la réunification allemande en 1995. Tout est concentré sur les questions stratégiques, sur la question de l'OTAN, sur le rôle des États-Unis. Pratiquement rien sur la dynamique franco-allemande et la dynamique européenne, qui était pourtant également importante, aussi importante que la dynamique otanienne, et peut-être même plus avec le recul. Et c'est ça que je veux dire, 30 ans après, au fond, il ne reste pas grand-chose quand même de l'idée atlantiste ou atlantique d'il y a 30 ans, pas grand-chose de la proposition américaine du Partnership in Leadership faite par Bush à Cole, à Mayence en mai 89. Par contre, il reste beaucoup de choses de la relation franco-allemande, des décisions européennes prises par Kohl et Mitterrand. Et donc, 30 ans après, on peut enfin donner à sa juste dimension, redonner sa juste dimension à la dimension franco-allemande et européenne de la réunification, et elle est décisive. Voilà. Très bien. Oui, merci. Concernant Telchik, oui. Juste sur cette même question, tout en prolongeant ce que Frédéric Bouzou a dit, il faut, quand on s'interroge sur est-ce que François Mitterrand était pour ou contre, hésitant ou craintif, il faut toujours se mettre en tête que selon une conception française de la nation, il est assez difficile d'imaginer que la nation allemande reste divisée de façon éternelle. Et ayant cela en tête, n'importe qui parmi les responsables politiques français depuis les années 50, il fallait plutôt s'occuper de la question comment tout cela va revenir à un état considéré comme normal, c'est-à-dire unifié. Donc ça, je pense, c'est toujours important d'avoir ça en tête. Et l'autre élément que je voulais ajouter, c'est que nous sommes là face à un jeu de perspective. En fait, il ne faut pas oublier la perspective soviétique sur la politique française, ni la perspective ouest-allemande sur la politique française, et aussi de la politique est-allemande, de la perspective est-allemande sur la politique française. Donc, il y avait un certain nombre d'attentes par rapport à ce que les Français devraient craindre, que nous retrouvons chez les Allemands. Les Allemands de l'Est espéraient en quelque sorte que Mitterrand allait renforcer leur rôle, allait faire en sorte qu'il y aurait une sorte de stabilisation. Côté Bonn, on craignait justement cela, on craignait que la France pourrait jouer ce rôle-là. Et donc ces craintes-là ont été souvent prises pour argent comptant. Et donc il faut en quelque sorte déblayer ces perspectives GT. Et puis après, il y a aussi Margaret Thatcher, qui est souvent mis ensemble avec François Mitterrand dans le même panier, alors qu'ils avaient des intérêts bien différents. Et puis une autre chose qui est importante, c'est que pour la France, c'est évident qu'en raison de son statut de puissance alliée, en 89-90, qu'elle pouvait avoir un rôle à jouer, un mot à dire concernant ce processus. Pour les Allemands, ce n'était pas clair du tout, notamment pour les Allemands de l'Ouest. Et donc, revoir apparaître les Français comme une puissance alliée, pour eux, c'était un peu absurde, en fait. Le pouvoir, le rapport de force était clairement un autre. Et on avait un peu perdu de vue que ces alliés et leurs droits et responsabilités existaient toujours. Alors que pour les Français, c'était évident. Et donc, il y avait là un moment de friction qui a fait que les Allemands étaient parfaitement étonnés
que les Français réclamaient de réunir le Conseil de contrôle à Berlin, qui voulaient dire leur mot par rapport à Berlin, qui voulaient dire leur mot par rapport à la frontière Oder-Neisse. C'est toutes sortes de choses qui pour les Français étaient évidentes, mais qui pour les Allemands ne venaient pas de soi, puisque pour eux, ça datait déjà en fait. Pour eux, c'était pas une réalité sur laquelle à laquelle il fallait faire attention. Merci. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue à Bonn, avant la réunification, quelques années avant, avec Richard von Weizsäcker, qui était président de la République à l'époque, que je connaissais depuis les rencontres justement sur l'Ostpolitik, et on discutait dans son bureau en tête-à-tête justement sur les perspectives de la réunification, mais c'était 2 ou 3 ans avant 89. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur Menudier, quand les Allemands voudront se réunir, ils ne tiendront pas compte du tout de l'avis des Français et des autres, ils feront leur réunification. Alors j'étais un peu surpris d'une telle déclaration venant du président de la République, qui avait bien sûr à respecter un certain nombre de contraintes sur le plan juridique, mais pour me dire que finalement, pour me faire comprendre que finalement, l'avis de la France, même s'il n'était pas favorable, n'empêcherait pas le processus de la réunification. Alors, je crois que vous êtes occupé aussi de la question de Mitterrand, hein? J'ai écrit un article, j'ai travaillé là-dessus l'année dernière pour les 30 ans de la chute du mur. Donc j'ai consulté quelques documents, j'ai lu des livres. Et j'ai eu Athalie au téléphone, bien sûr. Et j'ai eu Athalie aussi au téléphone, que c'était une conversation spéciale. Mais j'ai rencontré aussi Hubert Védrine, qui j'espère est plus fiable que Athalie, qui à l'époque était conseiller de Mitterrand. Et lui, il m'a raconté quelque chose que je trouvais quand même étonnant et que j'ignorais jusqu'à là. Il disait Mitterrand était réaliste et pour lui, il était très tôt clair et prévisible qu'il pourrait y avoir la réunification. Et quand Gorbatchev était élu en 85, il était de plus en plus sûr que ça pourrait être, il n'était pas sûr que ça arrive, mais que ça pourrait être une des possibilités, une des perspectives possible, à tel point que, selon Védrine, il y avait plusieurs conseillers qui, déjà la première moitié de l'année 89, avaient ordre de réfléchir et de faire des propositions comment on pourrait éventuellement accompagner une éventuelle procédure de réunification du côté français, sur une voie diplomatique. Et j'ai trouvé ça étonnant. Donc il n'a pas nié que Mitterrand avait des craintes aussi, évidemment, qu'il craignait que l'Europe allait être plus faible s'il y avait une Allemagne réunie et plus forte, et que les intérêts de l'Allemagne allaient se tourner à partir de ce moment de la réunification vers les pays de l'Est, puisqu'il y avait une proximité de l'Allemagne par rapport à ces pays, et c'était 2 choses qu'il voulait éviter. Et j'ai trouvé une citation qu'il faudrait que je traduise, parce que je l'ai écrit en allemand, et ça, c'était très étonnant. Le 3 mai 1989, Mitterrand dit dans le Conseil de ministres à Paris que, et je cite, que les Allemands veulent la réunification, est complètement logique et normale. Par contre, il faudrait qu'on accompagne, nous, ce besoin qu'on ne peut plus changer, unbezwingbar, comment est-ce qu'on traduit unbezwingbar, urgent, et qu'on l'inclut dans nos réflexions diplomatiques. Donc, mai 89 était très tôt. Et j'étais étonnée d'apprendre et de lire toutes ces différentes citations. Après, évidemment, ça ne l'a pas empêché de clairement formuler ses attentes et ses conditions, le maintien de la frontière Oder-Neisse, le fait que l'Allemagne ne va pas s'armer avec des armes atomiques et une monnaie commune en perspective.
Mais apparemment, il a vu venir cette possibilité très tôt. Et il a très tôt inclus à la fois dans ses réflexions à lui, mais aussi il a vraiment concrètement donné des ordres. Par exemple, Roland Dumas, oui, c'est ce que Védrine m'a raconté aussi, Roland Dumas avait très tôt la mission de convaincre et d'amener Helmut Kohl sur la voie d'une monnaie unique. Voilà. Merci. Alors, Christian Maccaria, Mitterrand, comment vous l'avez vécu? Ouais, je crois que beaucoup de bien vient d'être dit de François Mitterrand. Je n'éprouve pas le besoin d'en rajouter. C'est aussi l'homme qui a produit le télégramme Yanaïev. Vous voyez, tout le monde a oublié. Hein, ce dirigeant fantomatique qui a succédé à Gorbatchev et qui n'a fait que quelques jours. Mitterrand s'est trompé, et gravement. Ça a été nié par Hubert Védrine, qui préside l'Institut François Mitterrand et qui veille, c'est le gardien du temple, et c'est normal, il a le droit de le penser, il a le droit de le faire. Mais je sais aussi, et on l'évoquait tout à l'heure dans la réunion préalable, que d'après les sources Wikileaks, Jacques Attali, et ça fera plaisir à M. Bozo, a eu comme idée, bien sûr, qui n'a pas été suivi, qui a peut-être duré que quelques heures, mais ça a été révélé par les sources Wikileaks, d'immédiatement contrer l'unification allemande par un traité franco-soviétique. J'ai bien dit franco-soviétique, pas franco-russe. C'est le terme qui est employé dans les fuites des Wikileaks. Bien sûr, l'intéressé a démenti, mais d'autres ont confirmé. Je n'ai pas pu obtenir confirmation de ce point auprès d'Hubert Védrine. Mais il y a quand même, pardon de faire le journaliste, mais des petites zones d'ombre. Il y a quand même des scories dans cette histoire-là, pas nécessairement autour de l'Allemagne, mais en ce qui concerne l'ensemble des relations avec le bloc de l'Est. Moi, j'ai un souvenir avec François Mitterrand que je trouve émouvant, et je préfère terminer, chuter là-dessus, c'est quand on a visité Weimar, il a dit cette phrase, il y avait très très peu de monde, mais enfin, et il était très sincère, ça se voyait sur son visage, je ne comprends, il avait visité Weimar, toute la ville, son côté ravissant, et il connaissait parfaitement bien l'histoire, mais vraiment, on n'a pas eu un président qui la connaisse aussi bien depuis. Il a dit cette phrase à je ne sais plus quel responsable, je devrais le savoir, mais un responsable officiel de la République fédérale d'Allemagne à l'époque, enfin de l'Ouest en tout cas, il lui a dit « Mais je ne comprends pas, vous saviez tout, que s'est-il passé ?» Et j'ai trouvé ça assez émouvant et assez, très sincère de la part de François Mitterrand. Et c'est la première... Je ne sais pas s'il y est retourné, d'ailleurs je ne crois pas. C'était la seule fois où il est allé. Il y a, si vous voulez, dans la position française par rapport à la question de l'unification allemande, beaucoup de choses à dire et ça vaudrait la peine de l'étudier du point de vue de l'opinion publique. En tout cas, pour ce qui concerne la presse et les journalistes, je peux vous dire que je n'ai pas eu la sensation que franchement pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, que l'événement avait été saisi dans toute sa dimension historique et son importance stratégique par les médias français. Et je pense qu'on reste encore, au niveau des médias français, sur une sorte de de manque d'intérêt. Il y a d'intérêt, mais la question franco-allemande, ça nous conduit au point suivant, reste un domaine d'expertise en matière journalistique. Ça n'est pas quelque chose qui devrait être partagé comme ça devrait l'être. C'est mon humble point de vue. Merci Christian Maccaria. Je voudrais ajouter deux observations.
concernant ma propre expérience de cette question. J'ai été pendant les années 80, en gros entre 75 et 95, pendant près de 20 ans, j'ai co-dirigé un groupe de travail avec des journalistes de la presse régionale, française et allemande. On se rendait tantôt en France, tantôt en Allemagne, et on rencontrait pas mal les dirigeants politiques. J'ai eu l'occasion de discuter en tête-à-tête avec Mitterrand sur la question de la réunification. Et je me souviens qu'il m'avait dit, il était un peu exaspéré ce jour-là, la réunification, je m'en fous, c'est pas mon problème. Par contre, il mettait trois conditions pour la réalisation de l'unité allemande. D'une part, il faut que ce soit un processus démocratique. C'est-à-dire qu'il voulait que d'une façon ou d'une autre, les Allemands de l'Est disent ce qu'ils en pensaient. Et il y a eu les élections, je crois que c'était au mois d'avril 90, les élections du mois d'avril 80, au mois de mars, je ne me souviens plus exactement de la date, au mois de mars 1990, les élections qui ont vu la victoire effectivement de la CDU de l'Est, qui montrait qu'il y avait une opinion très favorable à la réunification. Donc cela le satisfaisait. Deuxième condition, on l'a déjà évoqué un peu, c'était que l'Allemagne réunifiée reste dans la communauté européenne et dans l'OTAN. Il ne voulait surtout pas que cette Allemagne réunifiée en sorte, parce que ça poserait bien sûr des problèmes à la France. C'est toujours cette crainte d'une neutralisation, d'un rapprochement germano-soviétique ou germano-russe, et la crainte d'une neutralisation. Et la troisième condition qu'il mettait, c'était que les Allemands respectent les droits et responsabilités des quatre puissances, des droits quadripartites. C'est ce qui avait mis Mitterrand hors de lui avec les 10 points de Kohl pour faire la réunification qu'il avait proclamée à la fin du mois de novembre 1989, où il expliquait bien la marche pour aller vers la réunification, mais sans du tout faire allusion aux droits et responsabilités des quatre qui découlaient de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était la position de Mitterrand. Effectivement, pas d'hostilité fondamentale. Il attendait de voir comment les choses se passaient. Et contrairement à Thatcher, qui, elle, était vraiment hostile à la réunification. Alors, je voudrais un dernier point encore concernant mes propres expériences. Je faisais partie d'un groupe de travail, un peu un groupe d'experts, surtout de quelques journalistes, mais surtout des universitaires allemands, qui se réunissaient 1 ou 2 fois par an. On était proche de Kohl et proche de la chancellerie pour discuter en toute liberté sur l'état des relations entre les deux Allemagnes et les deux Europes. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la fin, notre dernière réunion a dû avoir lieu vers le mois d'avril 1989, c'est-à-dire avant la chute du mur de Berlin. On discutait de la normalisation des rapports, comment arriver à normaliser les rapports RFA-RDA. On ne discutait jamais de la réunification de l'unité allemande. Ça semblait tellement impensable, ou tellement impossible qu'on n'en parlait pas. Et cela, ça se passait à proximité de Helmut Kohl. C'est vous dire à quel point, même à la chancellerie, on croyait très peu à la perspective de la réunification. Bien que, je tiens quand même à le répéter, que Helmut Kohl lui-même, sachant bien que c'était extrêmement difficile, ne cessait, quand il le pouvait, de rappeler que la réunification restait l'objectif de la République fédérale d'Allemagne. Donc vous voyez que les choses ne sont pas très simples. Alors, peut-être 2 questions aux Allemands. La réunification, est-ce que ça a été un traumatisme pour les Allemands de l'Est? Voilà, ça dépend pour qui et dans quelle mesure. Il faut vraiment se mettre en tête que pour les Allemands de l'Est, au cours de quelques semaines, au cours de quelques mois, entre l'été 90 et l'automne 90, donc autour de ce 3 octobre, la vie devenait complètement différente. Les normes juridiques, qui ont été déjà mentionnées, les normes sociales, les normes même de parler étaient d'autres. Donc il fallait en quelque sorte se mettre dans le moule d'une autre société, d'une autre façon de vivre, d'une autre façon de raisonner aussi. En fait, il y avait beaucoup d'espoir. En fait, les Allemands de l'Est sortaient
d'une année qu'un historien avait appelée l'année de l'anarchie, dû au fait que pendant plusieurs mois, il n'y avait plus les anciennes structures et pas encore de nouvelles structures. Et du coup, pendant quelques mois, les gens étaient quasiment libres comme l'air et pouvaient faire en quelque sorte ce qu'ils voulaient. Et du coup, ça renforçait tous les espoirs à pouvoir enfin accéder à la marque, pouvoir enfin accéder à cette société de consommation laquelle on avait vénéré en quelque sorte via la télévision ouest-allemande tous les soirs, et donc de profiter de tout cela, de pouvoir voyager, et donc les espoirs étaient énormes, et donc la différence avec la réalité dans laquelle ils sont arrivés était donc également assez, en fait, un décalage assez important, car pour tout ça il fallait de l'argent. De l'argent, les Allemands de l'Est n'en avaient pas suffisamment pour pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient. En plus, avec tout le processus qui a commencé par la suite, notamment mené par la fameuse Treuhandgesellschaft, qui a mené à une désindustrialisation de l'Allemagne de l'Est, qui a provoqué la fermeture de nombreuses industries, qui a eu comme conséquence la perte de beaucoup d'emplois. A donc montré que voilà, ils avaient ce qu'ils voulaient, mais en même temps ils n'avaient plus la sécurité sociale qui était la leur pendant les décennies précédentes, et donc ça, les espoirs en quelque sorte pour beaucoup non plus, en fait, il faut différencier. Mais il y avait toute une génération, en fait, il y avait ceux qui étaient proches de la retraite, en fait, j'essaie de faire une approche générationnelle, il y avait ceux qui étaient proches de la retraite pour qui il n'y avait pas forcément de traumatisme, puisqu'ils étaient déjà dans un âge où il n'y avait pas de besoin de se réinventer. Pour ceux qui étaient jeunes, il y avait tout à gagner, donc il y avait toutes les possibilités qui s'ouvraient, mais pour la génération au milieu, qui avait en quelque sorte entre 40 ans et 60 ans, grosso modo, au moment de la chute du mur, pour cela, c'était extrêmement difficile de se réinventer et de repartir dans un contexte complètement différent, en perdant souvent l'emploi, en ayant aussi ce sentiment que tout ce qu'on a fait avant ne compte plus, tous les valeurs justement avaient changé, tout le système de valeurs avait changé. Et donc ça générait beaucoup de frustration. Et après, le mot traumatisme, il est fort. C'est un mot que, en fait, dans beaucoup de biographies, il y a eu des traumatismes, mais je trouve difficile d'appliquer ce mot à l'ensemble de la société est-allemande, car il y a aussi beaucoup qui ont profité de ce changement, qui ont su se réinventer. Notre chancelière, la première, pour donner un exemple, et du coup, ça a eu un impact très fort dans toutes les biographies est-allemandes, ça c'est sûr et certain, mais ça dépendait un peu de votre tranche d'âge, si vous avez la possibilité de redémarrer et de faire quelque chose de positif de ce traumatisme. Merci. Britta, comment vous avez vu ça du côté ouest-allemand, ou en tant que journaliste, est-ce que vous avez été confronté à ce problème quelles étaient les réactions qui vous ont le plus surpris du côté est-allemand, de part des Allemands? Oui. Moi, comme je vous ai raconté tout à l'heure, donc les 2 ans qui ont suivi le 3 octobre 90, j'ai beaucoup fait des reportages en Allemagne de l'Est. Et je crois que les gens étaient certes en partie traumatisés, mais ils étaient surtout troublés. Il faut s'imaginer que toutes les références que vous avez depuis que vous êtes né, et après, évidemment, ça dépend de est-ce que vous avez 60, 30 ou 20 ans, disparaissent d'un jour à l'autre. Imaginez-vous que le Parlement ne s'appelle plus Assemblée nationale, le président ne s'appelle plus comme il s'appelle. L'armée que vous connaissez, l'uniforme que vous avez vu depuis des années, tout ça, ça a disparu d'un jour à l'autre. Ça ne peut être qu'un choc. Et en plus, la vie
quotidienne et politique en Allemagne de l'Est était commencé très structurée, très organisée, avec toutes ces associations. Dès que vous êtes petit, enfin, il y a plein de différentes, vous savez beaucoup mieux que moi que tous les noms de ces associations et toutes les chansons qu'on chantait et tout ce qu'on disait. Enfin, c'était chargé de rituels beaucoup plus qu'en Allemagne de l'Ouest. Et ces rituels étaient pour les gens, évidemment, enfin, il y en avait beaucoup qui n'aimaient pas, mais ça vous donne aussi un sentiment de sûreté, vous êtes chez vous, vous connaissez les choses. Et puis il y a eu des phénomènes après qui étaient étonnants. Comment ça s'appelle, le Fahnenweihe, enfin, un rituel qu'on a à 14 ans, qui n'existait plus normalement. Il y a eu toute une renaissance 2-3 ans après, plein d'anciens Allemands de l'Est qui voulaient à nouveau ce rituel, qui est un rituel d'un passage de l'enfant à la jeunesse, en fait, si on peut dire. Donc tout ça, ça a disparu, et évidemment, la politique ouest-allemande et la politique économique étaient extrêmement brutales. La Treuhandanstalt a liquidé presque 3700 entreprises. Et vu de maintenant, il y en avait certainement, l'économie était tenue en vie artificiellement, certes, et financée, mais il y en avait certainement, il y aurait eu quelques-unes qu'on aurait pu, comme on voit aujourd'hui, qu'on aurait pu, avec un accompagnement et avec une autre démarche, sauver ou enfin, laisser travailler encore 1 an ou 2. Donc les gens perdaient leur travail. Je crois que la population active, entre 90 et 93, a baissé de plus que 3 millions, 3,5 millions. Donc tout le monde connaissait quelqu'un qui avait perdu son travail. Et le travail, pareil, était en Allemagne de l'Est, pas seulement le lieu de travail, c'était à nouveau toute une organisation, un ensemble, des structures avec les collègues, des collectifs. Enfin, tout était fait pour se sentir lié à ce système et être contrôlé aussi par ce système. Et je me souviens que j'ai, par exemple, tourné un reportage avec quelqu'un à Berlin-Est, une famille qui était, c'était des travailleurs. Lui, il travaillait au Kabelwerke Oberspree, donc il faisait des câbles, et qui allait être fermé. On a tourné son dernier jour de travail, il a pleuré, il ne savait plus qu'est-ce qui sera sa perspective, et il n'avait pas non plus la formation de se dire bon, si c'est pas ça, je fais il avait travaillé là pendant, je sais plus, 25 ans, 30 ans. En même temps, ça, c'était vraiment un cas modèle. Son appartement en Allemagne de l'Est allait être vendu, donc il fallait, parce que c'était les propriétaires, c'était des Allemands de l'Ouest qui réclamaient à nouveau, c'était les héritiers qui réclamaient l'immobilier, enfin la maison. Donc il fallait qu'ils partent. Donc il y avait des familles où tout partait. Et puis après, et je vais finir là-dessus, moi je crois qu'on a aussi fait une faute, c'est-à-dire de retirer toutes les références culturelles. Par exemple, on a rasé le palais de la Place des Républiques, palais de la République, qui était certes pas un bâtiment extrêmement joli, mais c'était quand même à la fois le siège du Parlement. Honecker avait un petit bureau que j'ai pu visiter avec des très jolies couvertures orange criant. Mais c'était aussi l'endroit où les Allemands de l'Est allaient le week-end, où ils faisaient les fêtes de famille, même ils fêtaient les mariages. C'était un lieu de rencontre. Et on était très brutal. Je ne sais pas si on faisait pareil aujourd'hui, de leur enlever tout ça, parce que bon, on garde aussi d'autres maisons et immeubles qui sont pas maintenus par leur beauté architecturale, mais puisque c'était un témoin du temps et ça faisait partie de la vie des gens. Pareil, le mur, enfin, est-ce que le mur... on était tellement contente que tout allait être réunifié, qu'on a aussi effacé toutes les traces du mur. Il n'y a aucun endroit où le mur et tout ce qu'il y avait... Enfin, il y avait le deuxième mur et tout ce qui allait avec, est maintenu à l'authentique. On a fait une petite reconstruction à la Bernauer Straße, mais on avait déjà démantelé le tout et on l'a remis. Donc,
on n'était pas du tout dans ce souci de garder quelque chose pareil. Tous les produits, la farine, tout ce dont ils avaient l'habitude, les boissons qu'ils buvaient, si c'était bon ou non, ont disparu. Je ne sais pas si c'était 1 an et demi, 2 ans, mais très, très, très vite. Et ça n'a, à mon avis, ça n'a pu être que traumatisant. Je vois qu'il est 9 heures. Je vais poser une dernière question. Je vous demande peut-être d'y répondre de façon brève. Et après, peut-être, Madame Dorison, on a le droit après d'ouvrir une discussion, si c'est un peu possible. Bon, je commence par Frédéric Bozzo. 30 ans après, où en sont les relations franco-allemandes? Nous avons un collègue, Hans Stark, qui vient de publier un article dans lequel il écrit que cette relation franco-allemande, depuis 3 ans, était au point mort. Donc peut-être les choses vont redémarrer maintenant avec le programme de relance économique européenne, mais il se montrait quand même assez pessimiste. Alors comment est-ce que vous voyez cette relation franco-allemande en Europe? Est-ce qu'elle est complètement déséquilibrée? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où l'historien a un petit avantage quand même comparatif, c'est que il peut dire, bah oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait? Je veux dire, moi je travaille en ce moment sur les années 80 et je regarde beaucoup le début des années 80. Je suis frappé par le parallélisme de la séquence qui s'est jouée entre 81 et 88, disons, et celle qui s'est jouée entre 2012 et maintenant. Ce sont toujours les mêmes problèmes, hein, c'est-à-dire la France dit à l'Allemagne, bon, ben, c'est très bien l'Europe, mais ça ne fonctionne quand même pas idéalement, il faudrait être un peu plus solidaire, il faudrait mettre un peu plus d'argent, il faudrait faire des transferts, etc. Les Allemands disent, pas question, on va pas se lancer là-dedans. Donc il y a toujours des frustrations. Les Français se demandent toujours si, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas contrer l'Allemagne en faisant une coalition, peut-être avec l'Italie, etc. Puis naturellement, cette idée fait long feu. Et les Français se disent, bah, finalement, la meilleure manière d'équilibrer l'Allemagne, c'est d'être plus allemand que les Allemands. Et alors on fait une politique allemande. Alors c'est la politique de compétitivité de François Hollande, ou c'est le tournant de la rigueur de Mitterrand en 83. Et au bout du compte, ça produit des résultats. Hein, et 4 ou 5 ans après le tournant de la rigueur de 83, la relation franco-allemande est excellente. Et c'est ce qui explique la relance de l'Europe, de l'acte unique jusqu'à Maastricht. Bon. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'est pas dans la même situation finalement? Et c'est toujours très très long pour les Français d'obtenir des choses des Allemands. Le pacte de la relance obtenu par, il faut bien le dire, par Macron auprès de Merkel, il a mis 3 ans à y travailler quand même. Je me souviens, quand il a été élu, il disait qu'il faudrait un budget européen qui soit beaucoup plus épais que le 1% minable qui est celui du budget européen. Il faudrait qu'on arrive à 4 ou 5. Ben, on y est. Alors peut-être que c'est seulement pour 2 ans, hein, parce que les 750 milliards, c'est sur 2 ans. Mais il faut quand même reconnaître que en se plaçant dans une position qui est au fond profondément celle de jouer le jeu des règles qui ont été fixées il y a 30 ans à Maastricht, on obtient plus de résultats que quand on essaye de les réécrire. Hollande a été pathétique dans sa tentative de renégocier le pacte budgétaire en 2012 pour immédiatement se renier. Et ça a conduit à une période de grande faiblesse française par rapport à l'Allemagne en Europe. Macron a inversé complètement la problématique. Et ça a donné des résultats. Alors certes c'est long, certes c'est compliqué, c'est frustrant, mais quand même ça marche. Alors moi je voudrais terminer en demandant 2 choses. C'est-à-dire, en 90, finalement, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? La France a toujours eu 2 problèmes avec l'Allemagne. La question allemande et le problème allemand. La question allemande, c'est cette Allemagne au centre de l'Europe, est-ce qu'elle ne va pas prendre un chemin qui nous desservirait? Bon. La réponse à ça a été, ce qu'on a dit tout à l'heure, s'assurer que l'Allemagne réunifiée resterait dans les institutions occidentales, à commencer par l'Union européenne, qu'on a relancée à l'occasion. Ben, c'est ce qui s'est fait. Il n'y a pas eu de dérive allemande par rapport à l'Union européenne et par rapport à l'OTAN. C'est même presque l'inverse. Alors l'OTAN, j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas si important maintenant. Mais l'Union européenne, l'Allemagne est au cœur de l'Europe, elle ne peut pas s'affranchir de l'Union européenne. Et ce que signifie le pacte de relance, bah, c'est précisément que les Allemands, les dirigeants allemands, ont finalement compris qu'ils ne pouvaient pas à la fois avoir la prospérité que leur donne l'Union européenne et ne pas contribuer à la solidarité nécessaire. Qui va acheter des voitures allemandes si les Italiens n'ont plus les moyens de les acheter? Bon. Donc, la question allemande, elle a été réglée du point de vue systémique en 1990 par les décisions qui ont été prises. Mitterrand a eu un rôle très important. Le problème allemand, la question de la puissance allemande par rapport à la puissance française, mais ce n'est pas nouveau.
Je veux dire, même quand on regarde, encore une fois, les archives de 1983-84, il y a déjà un différentiel économique. Il y a déjà une frustration française par rapport à une Allemagne qui gère beaucoup mieux ses affaires, qui n'est pas déficitaire, qui est plus compétitive, etc. Puis on rattrape les choses. Aujourd'hui, 30 ans après, est-ce que l'Allemagne est devenue le super colosse que me décrivait Nikolai Portugalov le 27 octobre 1990 par rapport à la France? Absolument pas. Le rapport de puissance économique entre la France et l'Allemagne est peut-être de l'ordre de 1 à 1,4 aujourd'hui. Il était de 1 à 1,2 en 1989. Donc où est le changement fondamental? Évidemment, l'Allemagne est au cœur de l'Europe, elle profite beaucoup plus de son hinterland dans l'Europe centrale et orientale, etc. La France a été desservie par le fait qu'elle ne pouvait pas faire la même chose en Afrique du Nord, pour des raisons historiques, dans les années 90 et 2000. Certes, donc il y a bien sûr des dissymétries. L'Allemagne est-elle devenue une grande puissance qui éclipserait la France dans son rôle de grande puissance? Bien sûr que non. Les nouvelles responsabilités allemandes, mais ça fait 40 ans qu'on en entend parler. Willy Brandt lui-même parlait de ça en 1969, en inaugurant l'Ostpolitik. Périodiquement, l'Allemagne dit, ben voilà, maintenant on va devenir une grande puissance, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est un processus normal de reconstitution d'un État entre 1945 et aujourd'hui. Il n'y a rien de très nouveau dans tout ça. Bon, alors, est-ce que vraiment il y a à nouveau un problème allemand pour la France? Objectivement, je dirais non, à condition que la France sache jouer son jeu. C'est ça l'important. Les réformes qui ont été décidées en France par Hollande ont fini par porter des fruits, et je pense que c'est le tournant date de 2016-2017, en fait, avant même l'élection de Macron. Macron a accompagné les choses. Et puis, il reste une dernière chose, c'est ce que nous avons dans la tête. Et là, effectivement, je suis d'accord, la France a encore un problème allemand, parce qu'il y a toujours cet éternel complexe d'infériorité française, qui fait d'ailleurs en écho à ce petit complexe de supériorité allemande dans certains cas. Ça, bien sûr, c'est évident. La crise du Covid l'a révélé. Moi, j'étais stupéfait parce que je lisais dans la presse française sur la gestion comparée de la crise du Covid en Allemagne et en France. Ah, mais en Allemagne, ils ont tout réussi. Et c'est parce qu'ils étaient préparés, ils avaient des masques. Il suffisait de lire la presse avant pour savoir qu'il n'y avait pas plus de masques en France qu'en Allemagne. Bon. Donc, il y a des fantasmes comme ça, français par rapport à l'Allemagne, qui continuent naturellement de nous hanter, mais qui, à mon avis, ne correspondent pas à une réalité historique, une réalité concrète. Donc, moi, je suis plutôt du côté des optimistes. Si je peux mettre un peu de l'eau dans ce vin. S'il est bon, c'est un crime. S'il n'est pas bon, tu peux y aller. C'est peut-être que, oui, l'Allemagne a toujours refusé d'assumer un rôle de grande puissance, et du coup, là, je suis tout à fait d'accord. Mais du fait que le monde a changé et que des préoccupations économiques et monétaires sont devenues plus importantes, il faut quand même dire aussi que l'influence structurelle de l'Allemagne dans la construction européenne est telle qu'il y a une sorte de, je ne parlerai pas d'une domination, mais qu'il y a une influence extrêmement forte des Allemands à travers les structures, par exemple, de la Banque Centrale Européenne, à travers les critères de stabilité, à travers l'euro, où il y a en quelque sorte un déséquilibre qui s'est fait du fait que les Français ont fini par épouser en quelque sorte la vision allemande de l'économie monétaire, etc. Mais ceci dit, ça ne nuira pas, et là je suis d'accord, sur le bon fonctionnement et sur le up and down dans les relations franco-allemandes qui est continuel et qui va continuer comme ça, d'aboutir à quelque chose, sachant que des deux côtés, on travaille de manière différente et ça génère des deux côtés constamment des frustrations. Donc sur l'avancement en ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne les projets européens. Mais voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Avec les hommes politiques français, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une question allemande, il y a une inquiétude concernant la montée de l'Allemagne sur le plan économique ou international? Non, enfin, moi j'ai plutôt l'impression que depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, qu'il y a cette volonté, cette ambition de faire avancer l'Europe et de pousser l'Allemagne à y aller plus. Et comme vous avez dit, la mutualisation de la dette avec
la proposition commune de la France et l'Allemagne et les UME pour le plan de relance européen, c'est un grand pas, c'est un grand revirement d'Angela Merkel. C'est quelque chose qu'elle a toujours refusé et qu'elle a enfin fait. Donc la crise, comme toujours, surtout chez elle apparemment, produit aussi des bonnes choses. C'était comme ça après Fukushima, où elle a pris une décision très radicale par rapport à l'énergie nucléaire. C'était comme ça dans la crise des migrants, où elle a pareil pris cette femme qui est toujours très raisonnée et qui attend longtemps, qui a pris une décision très radicale. Donc là, elle a dit oui. Et enfin, il y a une chose qui me rassure, j'ai l'impression que pendant des années, les hommes et femmes politiques des deux côtés d'ailleurs se sont contentés de célébrer cette amitié franco-allemande d'une façon presque rituelle et fatigante, je trouvais. Vive l'amitié franco-allemande, le 22 janvier, enfin, il y avait plein de choses où on se tapait toujours sur l'épaule à quel point c'était bien cette coopération et finalement tout le monde savait que derrière il y avait plein de choses qui n'allaient pas bien du tout. Donc moi j'ai l'impression que maintenant, mais ça c'est pas seulement depuis le plan de relance européen, il y a plus ce que en anglais on appelle une working relationship, une relation de travail. On essaye d'avancer sur des projets, on se dispute peut-être plus, enfin je ne sais pas si on se parle plus ouvertement, je crois que Kohl et Mitterrand l'ont fait aussi, mais là j'ai l'impression que, évidemment, ils ne sont pas toujours d'accord. Turquie, Grèce, on voit qu'il y a des divergences, mais bien sûr qu'il y a des divergences, c'est normal. Mais ces divergences sont quand même prononcées. Les Allemands sont de temps en temps ou régulièrement un peu gênés, voire troublés par une politique d'annonce qui n'a pas toujours été mise en accord avec l'Allemagne de la part de ce président qui veut tellement annoncer des choses. Donc je crois que ça les gêne. Mais c'est une relation qui, on parle des sujets et on travaille ensemble. Et je trouve que ça, c'est mieux que ce qu'on a vu avant pendant longtemps. Christian Macarian, vous qui suivez de près les relations internationales et aussi les relations franco-allemandes, quelle est votre impression? Écoutez, moi, si j'essaie humblement de placer les choses au niveau de ma génération, dans mon laps de vie personnelle, qu'est-ce que j'ai vu évoluer? J'ai été élevé, éduqué dans la phrase de Raymond Aron, « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». C'est voilà, Mauriac, pardon, excusez-moi. L'heure est tardive, Mauriac. Bon, eh bien, cette phrase, aujourd'hui, n'a plus de sens. Donc, si j'ose dire, on a quand même pas mal avancé. Hein? Cette phrase ne fait plus sens aujourd'hui. Mais franchement, c'était convenu de le dire et de le penser pendant longtemps. La deuxième chose, c'est que, quoi qu'on dise, l'Europe, d'une part, l'Union européenne, toutes les crises qu'elle a traversées, et le couple franco-allemand, se résume quand même à une période extrêmement particulière et à une personne extrêmement particulière qui est le fruit de la réunification allemande, qui s'appelle Angela Merkel. Quoi qu'on dise, cette femme marquera historiquement, de façon extrêmement forte, l'histoire totale de l'Europe. Ce n'est pas le cas des présidents français. Je le regrette. Les trois derniers, en tout cas. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron, puisque je considère que son terme n'est pas encore venu et qu'il a montré beaucoup plus d'allant que les autres. Mais pour ce qui concerne Chirac, Sarkozy et Hollande, honnêtement, c'est à peu près le temps qu'elle a couvert, pas tout à fait Chirac qui avait commencé avant elle, mais elle a connu les trois, et honnêtement, elle emporte de loin tout le décor. Et ça, c'est quand même, en tant que fille née à l'Ouest, puis élevée à l'Est, puis élue chancelière de l'ensemble, c'est un phénomène historique, quoi qu'on dise, à force d'avoir le nez sur la vitre des événements, on oublie l'essentiel, c'est assez monumental. Il se trouve que ça coïncide également avec un décollage économique et une hégémonie, non pas idéologique, mais une hégémonie
théorique de l'Allemagne. On vient de parler d'économie. Oui, je crois quand même que quand M. Mélenchon, et c'est vraiment pas ma tasse de thé, hein, je tiens à le préciser, hein, ce personnage, mais quand il parle de l'ordolibéralisme allemand, etc., je suis assez content que ça l'agace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a effectivement une théorie allemande pour ce qui est de l'économie, l'Allemagne qui était jusqu'à il y a 2 ans le premier exportateur mondial quand même, et qui se trouve en Europe. Donc l'Allemagne est quand même, grâce à la réunification, la locomotive de l'Europe, que ça plaise ou non. C'est aussi une conclusion intéressante. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est le miroir des faiblesses et des lâchetés françaises. C'est-à-dire que les Français ont pris l'habitude de dénoncer dans l'Allemagne un certain nombre de travers qui ne doivent qu'à eux-mêmes. Les 35 heures, ce n'est pas l'Allemagne qui les a inventés. Le fait que quand M. Schröder a fait ce qu'il a fait, M. Jospin faisait les 35 heures et il vient de publier un livre en disant que c'est extraordinaire d'avoir fait les 35 heures et qu'il en est terriblement fier. Moi, de mon humble point de vue, tant qu'on en sera là, je pense que l'Allemagne risque d'arriver à un moment où elle va tirer un poids mort. Et M. Macron qui ramasse tout ça en bout de table, je suis beaucoup moins optimiste que M. Bozo, je pense quand même que dans le couple franco-allemand, il y a en creux un affaissement français. Et je ne vais pas disserter, c'est trop tard et je n'ai pas le temps et je ne veux pas mobiliser la parole plus que cela, mais franchement, on peut disserter à l'infini de savoir quelles sont les racines de la prospérité allemande, mais puisque il faut quand même regarder le couple, il me semble que la France n'est plus du tout dans la position aujourd'hui où elle était, pour rester sur l'anniversaire, il y a 30 ans par rapport à l'Allemagne. Mais alors ça me paraît clair et net, hein. Donc je ne pense pas qu'on ait avancé. Et c'est le fait que nous ayons globalement, nous Français, reculé sur beaucoup de points, qui donne la sensation aussi que l'Allemagne a avancé. Mais l'Allemagne a beaucoup changé. Là encore, on vient de conclure quelque chose, on le doit à Macron incontestablement, mais on le doit aussi à Merkel, qui ressemble à ce que les Français disent depuis 25 ans, c'est-à-dire une mutualisation partielle, je dis bien partielle, des dettes publiques. Madame Merkel y a consenti, donc on continue à avancer. Mais il y a ce paradoxe, cette dichotomie dans le couple franco-allemand. Il y a des choses qui avancent, dans le domaine par exemple qui intéresse très peu l'opinion publique, mais qui est l'armement. Le franco-allemand est colossal. Il est en train d'accomplir des programmes qui peuvent changer vraiment la face de l'Europe et nous donner enfin la pensée, la possibilité d'une défense européenne, pas tout de suite, mais d'ici une dizaine d'années. Il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent, mais il y a une dichotomie. Il y a des choses qui s'accomplissent et des choses qui n'avancent absolument pas. Et enfin, dernier point, je terminerai là-dessus, sur l'actualité dramatique que nous traversons à l'heure actuelle, sur les principales crises de l'été qui vient de s'écouler. Biélorussie, Méditerranée orientale, Libye, Syrie et maintenant Caucase, nous n'avons pas, entre Français et l'Allemand, la même polarité. Et sur ça, il faut travailler. Les Allemands semblent beaucoup plus polarisés sur le monde russe et beaucoup plus indulgents vis-à-vis de la Turquie. Et nous sommes, en particulier, Emmanuel Macron, beaucoup plus exigeants vis-à-vis de la Turquie que ne l'est l'Allemagne, et quelque part un peu plus ouvert à la discussion que ne l'est l'Allemagne avec la Russie. Là, il y a une polarité qu'il va falloir rééquilibrer, parce que ça devient vraiment, et la Russie et la Turquie, une zone de danger extrême. Donc si le couple franco-allemand veut encore se donner du grain à moudre et des épreuves à accomplir, je crois vraiment qu'il y a là au niveau stratégique, dans l'ordre vraiment de l'équilibre du monde, quelque chose d'essentiel en termes de rapprochement. Bref, il y a encore un peu de travail. Merci à Christian Macarian. Je dirais qu'il y a, je vois aussi des éléments, si vous voulez, un peu d'incertitude en regardant le calendrier politique. Élection l'année prochaine en Allemagne, Madame Merkel dont on parle, va quitter le pouvoir.
très difficile de savoir aujourd'hui qui est-ce qui va succéder. Et il faut dire que parmi les personnes qui sont actuellement candidates, on ne voit pas de très fort engagement au niveau franco-allemand et au niveau européen. Et quelques mois après, cher Henri, la même chose en France. Alors c'est ce que je voulais dire aussi. Nous aurons aussi du côté français, un an plus tard, des élections qui vont mettre aussi sans doute un peu en veilleuse la relation franco-allemande. Donc on entre dans une période qui va être peut-être difficile pour la relation franco-allemande. On va arrêter là. Madame, j'allais dire Madame Merkel, non, on va pas l'appeler. Madame Deussen. Angela Deussen. Angela Deussen. Et combien de minutes vous nous donnez pour le débat? Parce que on peut nous donner 10 minutes pour le débat, qu'on termine à 9h30, parce qu'il ne faut pas abuser aussi de votre hospitalité. Bon, on va ouvrir un débat. S'il vous plaît, des questions brèves pour qu'on puisse avancer. Attendez, d'abord, il y a quelqu'un, on va prendre les deux questions. Quelqu'un au fond, je ne vois pas très bien avec le... Oui, allez-y, s'il vous plaît. Vous pouvez apporter le micro là-bas au fond, s'il vous plaît. Et pour gagner un peu de temps, s'il vous plaît, des questions brèves. Bon, deux brèves remarques concernant François Mitterrand et Madame Thatcher. Attendez, enlevez votre masque parce qu'on n'entend pas là. Oui, oui. Alors, deux brèves remarques concernant François Mitterrand. Vous jugez ou analysez évidemment avec une perspective française. Est-ce qu'il avait vraiment, face aux deux grands, États-Unis et Russie, une marge de manœuvre, une influence sur le processus? Non, je n'ai pas l'impression. Pour empêcher ou ralentir, retarder l'unification allemande, il aurait fallu qu'il ait un allié en RDA. Il l'a cherché autour de la table ronde, des gens qui voulaient, très honnêtement, construire un socialisme à visage humain, mais la majorité des Allemands de l'Est n'ont pas suivi. Oui. Donc, Madame Thatcher a très tôt compris qu'elle n'avait aucune influence sur ce processus. Pourquoi les deux grands ont accepté l'Allemagne réunifiée? Parce que l'Allemagne, même réunifiée, n'était pas une grande puissance. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils pouvaient très bien vivre avec une Allemagne réunifiée qui n'était pas un rival, ni des États-Unis, ni de la Russie. Il y avait un troisième acteur, M. Winkel l'a mentionné, c'était les Allemands de l'Est. Et il y avait une telle fuite des gens est-allemands vers l'Ouest en 90. On a vu les images des jeunes gens, des jeunes familles et des gens bien qualifiés. La RDA était devenue un fardeau aussi pour les Russes. Que faire de ce pays? Est-ce qu'on va investir massivement pour maintenir ce pays? Non, ce n'était pas possible. Ni la France, ni la Russie le voulaient. La Russie voulait des investissements allemands. Donc, François Mitterrand n'avait très peu d'influence sur ce processus. C'était fait par les Russes, les Américains et surtout les Allemands de l'Est. Ils ont mis leur État, disons, en faillite et ils ont forcé la réunification. Juste une petite remarque. S'il vous plaît. Oui, très bref, très bref. Posez une question maintenant. Monsieur Bozo, vous avez dit les Allemands ne veulent pas transférer. Le reproche des Allemands, c'est les Français ne respectent pas les règles, ne respectent pas Maastricht, ne respectent rien du tout, ne respectent pas la Convention de Genève, ne respectent pas la politique des réfugiés signée, acceptée par les Européens. C'est ça le reproche principal. Merkel, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que l'Europe respecte les règles pour fonctionner. L'Europe ne peut pas fonctionner si certains respectent les règles, l'autre pas. Vous avez très bien vu
à Bruxelles les négociations concernant le budget de 750 milliards, ce n'étaient pas les Allemands, les Français qui étaient des acteurs principaux. C'était les soi-disant pays radins qui ont beaucoup modifié la procédure de mise en place de ce programme. Donc l'Europe ne fonctionne plus sous forme de couple franco-allemand. Les différents pays ont des alliés. Et ce qui explique la réussite des Allemands, c'est qu'ils ont davantage d'alliés en Europe. Bon, attendez, on va arrêter là parce oui, que, voilà, ce serait une question peut-être pour Frédéric Bozzo. Alors, il y avait une question devant, mais s'il vous plaît, une question brève. Vous apportez le micro, s'il vous plaît, monsieur devant là. Bonjour, oui, vous avez bien expliqué le changement de rapport de force diplomatique, économique, géostratégique dû à la réunification allemande et qui est réel. Donc on a maintenant un déficit franco-allemand commercial qui est plus important. On a une Allemagne très importante au plan économique, mais qui est restée un nain au plan géopolitique. Et ça entraîne, parce qu'elle est dans l'OTAN, elle a une armée très limitée. Et la France ne peut pas avoir une influence importante en Europe dans ces conditions, compte tenu de la domination américaine. Donc ma question est la suivante. Est-ce que la réunification allemande, s'agissant du couple franco-allemand, c'est pas maintenant de choisir entre les Américains et les Français? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme axe? Et là, ça veut dire que si on choisit les Français, il faut savoir s'organiser au niveau de la défense. Et pour s'organiser au niveau de la défense, il faut un gouvernement. À un moment donné, parce que vous avez la nécessité d'avoir les décisions et les budgets. Donc, est-ce que si on choisit l'axe franco-allemand, ça ne nous mène pas vers le fédéralisme européen? Merci. Pour Christian Macarian. Frédéric, vous pouvez répondre à la question du fond? Sinon, on va y passer beaucoup de temps. Donc, bon, est-ce que Mitterrand avait la marge de manœuvre pour ralentir? Mais la question ne se pose pas, puisqu'il ne voulait pas ralentir, justement. Donc, voilà, la question n'a pas de sens, à mon avis. Par contre, est-ce qu'il avait une marge de manœuvre pour influencer l'avenir de l'Allemagne après la réunification? Eh bien, demandez-vous ce que serait l'Allemagne aujourd'hui sans l'Union européenne et sans la relation franco-allemande. Je pense que c'est assez clair. Il a énormément influencé l'avenir de l'Allemagne en relançant la construction européenne avec Kohl. Donc c'est là qu'était sa marge de manœuvre. Il l'a parfaitement compris. D'où l'importance du sommet de Strasbourg, l'union économique et monétaire, etc. Bon, après, les Allemands respectent les règles, pas les Français. Oui, Volkswagen a certainement respecté les règles en matière de pollution. Voilà. Sortez les stéréotypes un petit peu. Oui, oui. Monsieur, si j'essaie de résumer votre question, l'Allemagne doit choisir entre la France et les États-Unis. Oui, bon, vous avez raison, quelque chose qui illustre ça, c'est la façon dont l'Allemagne dit encore, en construisant des programmes d'armement, avions de chasse franco-allemands, chars de combat franco-allemands, etc., très poussés, de pointe. Oui, d'accord, mais ça ne doit pas nuire au développement de l'OTAN. Bon, il y a cette position allemande qui est liée, il faut le comprendre, au fait que, par exemple, elle n'a pas accès, elle ne le souhaite pas, et je ne pense pas que la France le souhaite aussi, à l'arme nucléaire. Bon, donc c'est très complexe de demander, quand on est français, à l'Allemagne de se découpler de l'OTAN. On n'y arrivera pas. Ce que Macron a essayé de faire, à mon humble avis, en parlant de mort cérébrale de l'OTAN, c'est de redonner à la France un rôle plus important à l'intérieur de l'OTAN pour repenser la réforme institutionnelle. Mais quoi qu'il en soit, surtout avec la pression exercée par Trump sur Merkel et sur le budget, la proportion de l'Allemagne versée au fonctionnement de l'OTAN, incontestablement, l'Allemagne, puisque Mme Merkel a obtempéré à ce qu'a demandé Trump sur un délai de mémoire de 5 ans, je crois, c'est-à-dire que l'Allemagne doit arriver à 2% de son PIB de dépenses d'armement, sur ordre de Washington, eh bien à partir du moment où Mme Merkel a dit oui, nous ne pouvons plus discuter, nous, Français. Ça veut dire que les Allemands ont choisi un cadre, un toit, c'est le toit américain, et à l'intérieur, dans une pièce, on jouera une autre partie, mais qui sera beaucoup plus limitée. Donc je ne pense pas...
Non, je ne le crois pas sur le plan de la défense. Mais pas du tout alors. Désolé d'être aussi carré, mais je ne le vois pas advenir. Malheureusement, c'est ça qui nous rend impuissants face à un certain nombre de crises. Et croyez bien que si Joe Biden est élu, ça sera exactement le même registre. Parce que les États-Unis, maintenant que Trump a donné, si j'ose dire, le ton, ne vont pas revenir sur cette question du financement de l'OTAN. Biden dira la même chose que Trump. Sans doute sera-t-il plus poli. Un petit mot de conclusion, chacun, mais bref. Pas sur cette question-là. Non, sur notre débat, sur la relation franco-allemande d'aujourd'hui. Moi, j'ai dit ce que je pense tout à l'heure. Moi, je crois qu'évidemment, il va toujours y avoir des conflits, des divergences, mais tant qu'on est dans une relation où on parle, on travaille ensemble, et justement, en matière de défense, les Allemands ont, dans les années précédentes, dit qu'ils sont prêts à assurer plus. Donc, pour les Allemands, c'est une longue démarche de dire et de faire ça. Et cette question, le choix ne se pose pas, soit l'OTAN ou la France, c'est toujours les deux. Mais Madame von der Leyen, à l'époque ministre de la Défense, a dit à la conférence de sécurité à Munich en 2014, l'option d'attendre n'est plus une option pour l'Allemagne. Et donc, avec cette citation, il y en a d'autres qui l'ont suivi. Elle a commencé une nouvelle une ère, elle a ouvert une nouvelle fenêtre. Et je crois qu'il va y avoir de plus en plus l'Allemagne sera toujours de plus en plus près de s'engager dans cette direction-là, ce qui va l'approcher de la France. Mais après, ça dépend toujours, comme dans le passé, des deux qui font ce couple allemand. Il y a la France et l'Allemagne, mais il y a la chancelière ou le chancelier et le président. Donc, qui est-ce que ça va être après Merkel? Qui sera sur le côté français? C'est ça aussi qui a toujours fait la réussite ou non de ce couple franco-allemand. Donc, pour le moment, on en a encore pour un an un couple qui marche avec toutes les discussions et divergences qu'il y a. Mais qu'est-ce qui sera le couple après? Et est-ce qu'il portera la même ambition par rapport à cette Europe et par rapport à cette amitié? On ne le sait pas encore. Moi, je le pense, puisque c'est inévitable. Mais ça, c'est un grand point d'interrogation qui va se poser d'ici un an. Tout à fait d'accord. Alors, le mot de la fin à Christian. Merci. Deux choses, en fait, quand on regarde l'histoire, ce débat entre atlantistes et gaullistes, il est bien vieux. En fait, il existe tout au long de la République fédérale, donc rien de nouveau sous le ciel. En revanche, je pense que ce nouvel accord qu'on a réussi sur la question de la mutualisation partielle de la dette est justement dû au fait que les États-Unis sont devenus bien plus faibles et qu'on se rend compte que si on n'arrive pas à se mettre d'accord face à ces acteurs si incertains, on aura beaucoup moins de marge de manœuvre en Europe et ailleurs. Pour revenir sur la question du débat, je voudrais juste ajouter un autre petit mot de fin. On pourrait peut-être dire que le lien entre aujourd'hui une relation de travail qui fonctionne, plus ou moins, en fait plus ou moins je dis bien, et la réunification, c'est qu'avec la réunification a disparu une sorte d'hypothèque qui a pesé aussi sur le rapport franco-allemand en raison de ce problème que la France détenait une partie de la souveraineté allemande et qu'il y avait de fait de cette influence française en tant que vieille puissance alliée, un décalage aussi dans le rapport qui a disparu justement grâce à la réunification et que du fait de cette réunification, on a pu se remettre sur un autre plan en mettant plus clairement les intérêts nationaux des uns et des autres qui sont divergents et qui le resteront, mais il est plus facile aussi peut-être de mener ce débat sur les intérêts nationaux divergents. Voilà. Je tiens à remercier les 4 intervenants. Je crois que vous avez eu différents éclairages sur cette relation franco-allemande, sur les changements par rapport à 1990 et la situation actuelle. Un avenir qui
qui n'est pas très clair. Bon, je crois que ça va donner matière à d'autres manifestations de la part de la maison Heinrich Heine. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, de votre intérêt. Et si vous regardez le programme de la maison, vous voyez que demain, ça continue, de la confiance à la colère, question sur le climat démocratique actuel. C'est en visioconférence, je crois. Hein. Mais alors, par contre, le mercredi 7 octobre, une poursuite un peu du débat actuel. La RDA, après la RDA, des Allemands de l'Est racontent. Donc, conférence-débat, c'est à la suite de la publication d'un livre donc, sur les réactions en Allemagne de l'Est après la réunification. Donc, vous voyez que j'attire votre attention là-dessus parce que je crois que ce sera extrêmement intéressant. Merci d'être venu. Bonne soirée. Protégez-vous bien et bonne santé. Au revoir.